Alain Janson est notre animateur énergie renouvelable. Nous avons 7 à 8 animateurs sur 7 à 8 thématiques. Et Alain va donc se présenter rapidement, présenter nos orateurs et je vous souhaite une très bonne soirée. Bonjour, moi je suis donc Centrale Nantes 62 et depuis 6 ans avec Christiane on anime le groupe Centrale Énergie. Donc moi je suis responsable des énergies renouvelables. Je travaille dans les énergies renouvelables depuis 1980. D'ailleurs bien avant qu'on en parle beaucoup. D'abord dans l'hydroélectricité, puisque c'était la seule qui existait à l'époque vraiment. Et puis depuis quelques temps dans l'éolien et le photovoltaïque. Voilà. Donc actuellement je développe du photovoltaïque, enfin je développais plutôt du photovoltaïque. Donc ce soir on va avoir deux intervenants. D'abord un intervenant sur les problèmes plus techniques, Franck Rogez, qui travaille actuellement, il vous en dira un peu plus à Géocéan. Et avant il travaillait chez Technip. Et Jean-Claude Ménard, qui est un expert à l'UICN, qui est l'Union internationale de la conservation de la nature, et qui est retraité pour l'instant, et pas pour l'instant, non. C'est définitivement. Peut-être. Non, j'allais dire c'est le contraire. Il va bientôt être retraité. C'est exactement le contraire. Donc je vais commencer. Alors, la question qu'on pose toujours, qui est une question en fait difficile qu'on ne va pas résoudre ce soir. Pourquoi on fait de l'éolien offshore? Pourquoi on fait de l'éolien offshore? C'est pas une idée qui est venue de chez nous, hein, c'est une idée qui vient de l'Allemagne en particulier, du Danemark et de ces pays-là, qui sont des pays qui sont très fortement engagés dans les énergies renouvelables. Vous savez que l'Allemagne voudrait se séparer du nucléaire, et donc il faut absolument qu'ils développent des énergies renouvelables. Donc l'idée de l'éolien offshore vient de là. Elle a des avantages et elle a des inconvénients. Les avantages, je les ai un peu essayé de les lister ici. Bon, aujourd'hui, on en est, comme dans beaucoup de technologies des énergies renouvelables, on en est au balbutiement de ces technologies. Donc, effectivement, on parlera in fine des coûts de ces technologies. Elles sont, pour la plupart, sauf l'éolien terrestre, elles sont pour la plupart assez élevées. Bon. Ça ne veut pas dire qu'elles resteront élevées, il faut toujours espérer qu'elles vont fortement baisser. Juste pour vous donner une expérience, moi je travaille dans le photovoltaïque depuis 4 ans, les prix ont été quasiment divisés par 3. Mais on est dans des technologies totalement différentes, avec des recherches absolument fabuleuses, et on pense que les prix vont tellement descendre que bientôt on sera complètement étonné. Mais bon, ça, c'est vraiment le futur. Et il y a de la recherche à faire dans ce domaine-là. Alors, l'éolien offshore a en particulier un avantage sur l'éolien terrestre, c'est qu'on a une plus grande constance du vent. Donc, on le voit dans cette représentation de Vébule. D'abord, le vent est généralement plus fort, et en moyenne plus fort. Bon, j'ai pas de données pour la France, hein, parce que on est quand même qu'au début, il n'y a pas de données qui sont accessibles facilement sur Internet. Par contre, pour l'Allemagne ou le Danemark, on a effectivement des données. Alors vous voyez en particulier que les vitesses de vent sont relativement élevées sur la Baltique. Un des avantages de l'offshore, c'est aussi qu'il y a moins de turbulences. En éolien, à terre, il y a tous les obstacles, ça génère des turbulences. En mer, l'obstacle, ce sont les vagues. Et la turbulence varie en fonction des vagues. Et avec aussi un autre avantage important, c'est que le cisaillement, c'est-à-dire l'augmentation de la vitesse en fonction de la hauteur, est beaucoup plus rapide. On voit ici l'éolien offshore et là, à terre. Et donc, entre quand les pales sont dans leur position basse et dans leur position haute, la différence de pression est beaucoup plus faible. Donc, il y a d'autres... Mais ça, c'est quelque chose qui est important pour l'éolien offshore. Ça veut dire aussi, les turbulences, c'est la fatigue, hein, pour le matériel. Moi, j'ai une expérience d'éolien terrestre au Cap Corse. Donc, vous voyez où se situe le Cap Corse. La turbulence était tellement forte qu'au bout de quelques années, ils ont été obligés de changer tous les multiplicateurs. Hein.
c'est pas une mauvaise fabrication, c'est juste que les turbulences, bah, ça introduit des... non, pardon. Voilà. Donc ça, c'est une représentation. Donc vous voyez le Danemark, hein, et on voit bon, qu'à terre, donc là c'est des vitesses à 50 mètres, hein, donc c'est pas très haut. Les éoliennes font plutôt 100 mètres maintenant, mais la référence reste la même. On voit qu'à terre, on avait des vitesses qui étaient de l'ordre de 6-7 mètres secondes à 50 mètres, alors qu'en mer, on était déjà à 8-9 mètres et plus. Avec beaucoup plus de... Alors, beaucoup plus de vent. Alors, le bleu, c'est supérieur à 10 mètres secondes. Quand on dit 10 mètres secondes, ça veut dire moyenne annuelle 10 mètres secondes, hein, moyenne annuelle du vent. Hein. Alors que 10 mètres secondes, on le retrouve ici, dans le golfe du Lion. Mais il faut prendre cette carte avec beaucoup de précautions. Pourquoi? Parce qu'elle a été établie en 1989 et elle n'a jamais été revue. Or, dans la mer du Nord, il y a des mesures, et on sait que c'est vrai. Quand on descend, il y a effectivement beaucoup de vent dans la vallée du Rhône. On n'est pas du tout... Comme ces estimations étaient faites à partir du vent à terre, bon, je ne serais pas aussi sûr des valeurs, alors qu'en haut, oui, on a effectivement, dans la mer du Nord, dans la Baltique, tout ce qui est en rouge. Ici, il faut aussi faire très attention, ça descend un peu bas. Donc, toutes ces choses qui sont étudiées depuis très longtemps, évidemment, ça demanderait à être remise à jour. La carte du Danemark que vous avez vue avant, elle est récente. Mais les Danois, évidemment, ont mis les moyens pour ça. Oui. Pourquoi c'est pas mis à jour? Et ça m'inquiète parce que si ce sont les bases utilisées pour chiffrer les projets... Ah bah. Pourquoi c'est pas mis à jour? Alors ça si vous voulez, le Danemark, il l'a fait pour lui. Je ne voulais pas montrer, les Pays-Bas l'ont fait pour eux, les Allemands l'ont fait pour eux, mais nous, on n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre des stations, on ne le voit pas là, mais il faut mettre des stations en mer, et mettre une station en mer, ça coûte très très cher. Donc, à moins qu'on ait vraiment des projets, alors, je ne sais pas, maintenant, ça va commencer ça commence à se faire, puisqu'il y a des appels d'offres avec 3000 MW, donc il y a des stations en mer qui sont faites ou qui vont se faire, enfin, hein, mais il n'y avait rien jusqu'à présent. Et il n'y a pas un organisme central qui aurait en charge de rétablir une carte comme ça pour la France. Hein. Il n'y en a même pas à terre. À terre, c'est fait région par région. Hein. Et à terre, c'est plus facile. Alors, les éoliennes. Les éoliennes en mer sont identiques aux éoliennes à terre. Qu'est-ce que ça veut dire identique? Je vais passer assez vite pour vous. Voilà. Identique, ça veut dire que ce sont des éoliennes 3 pales. Hein? Que ce sont des... Donc la technologie des éoliennes est quasiment la même, avec forcément des évolutions, et surtout, non seulement des évolutions, mais une augmentation considérable de la puissance. Ça, c'est la puissance des éoliennes à terre, et ça, c'est la puissance des éoliennes en mer. C'est-à-dire que, en mer, ben, ce qui limite la puissance à terre, c'est tout simplement la dimension des pales. Pour transporter des pales, ben, il faut vraiment qu'on puisse le faire sur les routes. Quand on est près de la mer, c'est déjà possible. En mer, c'est encore plus facile. Donc, la dimension, vous voyez, les dimensions des rotors, bon, la dernière en date, qui est celle de Vestas, là, fait 164 mètres de diamètre, 8 MW. On recherche en mer la puissance. Pourquoi on recherche la puissance? Parce que bah, c'est le prix de la fondation. Hein. Et donc, plus la puissance sera importante, plus le prix pourra être diminué. Donc ça, au niveau des éoliennes, donc, vous voyez ici, c'est une nacelle de la V164 de Vestas. Alors bon, c'est un camarade hein, qui travaille chez Vestas qui m'a prêté ça, donc voilà. Mais toutes les autres sont à peu près pareilles, avec des technologies différentes. Chez Vestas, ils continuent d'avoir un multiplicateur. Il y en a qui n'ont plus de multiplicateur, mais
la plupart, alors là c'est des technologies qui diffèrent, mais vous avez toujours le rotor à 3 pales, vous avez toujours derrière un arbre avec ou sans multiplicateur. Quand vous n'avez pas de multiplicateur, ben vous avez une génératrice qui tourne à vitesse lente, et vous avez forcément derrière, mais même avec un multiplicateur aussi, vous avez forcément derrière, il faut effectivement augmenter non pas la puissance, mais la fréquence. Donc vous avez automatiquement derrière un redresseur pour la fréquence. Alors, grâce à l'électronique maintenant, les redresseurs sont de plus en plus puissants. Hein, c'est un onduleur en fait. Non, un onduleur, c'est pas la même chose. Un onduleur, c'est pour transformer le courant continu en courant alternatif. Oui. Les convertisseurs qu'on a, c'est essentiellement pour la fréquence. Si vous tournez à 17 ou 18 tours minute, ça ne génère pas du courant à 50 Hz. Oui. Donc il y a forcément un redresseur derrière, essentiellement pour la fréquence. Mais c'est des trucs énormes. Hein, voilà. Donc ça... Alors, en fait, ici, Vestas, là, donc il y a un certain nombre de choses qui, dans certaines éoliennes, et en particulier les éoliennes à terre, le transformateur peut être mis dans la nacelle. Il y a un certain nombre d'autres éléments électriques qui peuvent être mis dans la nacelle. Là, ici, ils ont... Bon, ça c'est une façon, hein. Chaque constructeur, tous les éléments sont les mêmes, c'est comme un peu dans une voiture. On les arrange différemment, mais le résultat est le même. Hein. Voilà. Donc ça, les éoliennes, donc vous voyez, le problème, en fait, il est là. Hein. Il commence là, on va en parler tout de suite. Donc voilà, ça c'est pour vous donner les dimensions principales. 390 tonnes la nacelle quand même. 390 tonnes à je ne sais pas combien de hauteur, 107 mètres. Donc c'est quelque chose qu'il faut tenir. Hein. Je veux dire, c'est quand même des fondations qui sont effectivement très très importantes. Chaque pale, c'est 35 tonnes. Donc on est vraiment dans quelque chose d'important. C'est pour quelle puissance ça? Il a marqué. Ah oui, là, là c'est 8 MW. D'accord. En fait, ils l'avaient prévu pour 7, puis ils ont pu l'augmenter à 8 MW après avoir fait des essais. Bon, ça on le verra après. C'est le problème d'environnement, donc du paysage. Donc je vais passer la parole à Franck Rogez. Tout à l'heure, on a dit que j'étais expert IUCN, fonds marins. En fait, ça vient tout simplement du fait que depuis à peu près 45 ans, je ne sais pas s'il faut dire hélas ou tant mieux, je vais sous l'eau. Je vais sous l'eau essentiellement en apnée et je suis chasseur sous-marin aussi au départ. Et on fait des kilomètres en dérive avec un bateau qui est à côté, qui dérive lui aussi avec un parachute. Et on est plutôt sur des fonds entre 3 et 15 mètres, voilà, à peu près. Et c'est là qu'on a la plus grande biodiversité, tout au moins en Atlantique. Et en faisant des kilomètres comme ça, on voit des poissons, bien sûr, mais on voit aussi des épaves, on trouve des choses que personne ne trouve, parce que les plongeurs bouteilles sont souvent sur des endroits très précis, sur des endroits où ils n'en partent pas beaucoup parce que c'est dangereux, etc. Nous, on fait des kilomètres. Et c'est comme cela, si vous voulez, que j'ai commencé à voir progressivement que la qualité des eaux se changeait énormément, en particulier en Bretagne, que les fonds marins également étaient perturbés par différentes nuisances. N'oublions pas que 80% des pollutions viennent de la Terre, que les aspects anthropiques sont très très importants. Et à partir de là, en 2008, on a fait une association, Estuaires de Var-Vilaine, qui travaille on peut aller plus loin, sur en particulier la qualité des eaux, parce qu'on voyait que c'était vraiment d'une très mauvaise qualité. Donc là, on va voir aujourd'hui les apports. Alors je voudrais vous faire entrer un peu dans ma démarche, parce que vous parlez des éoliennes en mer et dire, bon, ça peut être embêtant ou pas, il faudrait aussi rentrer dans cette démarche, si vous voulez, s'approprier un petit peu la complexité, finalement, du monde marin, qui est un monde très riche, mais en même temps peu connu actuellement. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'études qui sont faites. Heureusement, je dirais qu'il y a des éoliennes qui vont être mises en mer pour qu'on fasse des études, parce que personne ne s'en préoccupe vraiment. On connaît, je disais, quand on parlera du banc de Guérande, on connaissait moins sur le banc de Guérande que sur la Lune, en particulier, on ne savait pas ce qu'il y avait au fond. Hein.
Ça s'est fait comme ça. Donc là, on verra cela. Mieux comprendre finalement l'écosystème. On sait que la qualité des eaux est quelque chose de déterminant. Et on a mis en place un programme scientifique qui permet d'avoir des bioindicateurs de la qualité des eaux. Donc des cartographies aussi qui nous permettent, nous, comme sur la Terre pratiquement, de faire des cartographies de l'espace marin, en particulier des macroalgues, et de voir les évolutions. Et aussi une chose intéressante, c'est une tempête, là, à Xintia, qui a modifié et bouleversé le plateau du Four, qui est une zone Natura 2000, à un endroit donné. Et ça, c'est intéressant parce qu'on n'a pas de données sur, par exemple, les fonds rocheux et les récifs, sur les travaux, disons, industriels qui peuvent se produire. On peut penser qu'une tempête a un peu le même effet, c'est-à-dire un bouleversement en particulier des galets et des sédiments, et qui amène des modifications et des bouleversements intéressants sur la flore. Enfin, on verra les différents types d'éoliennes, je passerai très vite, puisque tout a été expliqué, c'était un peu dans la commande. Sur le paysage, les raccordements à terre aussi, c'est pas rien, vous verrez. Et enfin, le banc de Guérande, qui est celui de Saint-Nazaire, qu'on connaît très bien, nous, tout au moins, on verra un peu ce qu'il y a dessus. Enfin, pour vous montrer aussi, c'est bien l'industrie, tout le monde en a besoin, et on est tout à fait d'accord, mais on voit que dans certaines régions, comme Saint-Nazaire, la Baule, on va voir les impacts, si vous voulez, quand même, de l'industrie dans cette région-là, c'est pas rien non plus. Et aussi des fleuves, hein, comme la Loire. Donc, un programme scientifique dès 2009, création de l'association 2008-2009, programme scientifique pour évaluer l'état de santé des masses d'eau côtières. Donc, vous voyez l'estuaire de la Loire, et on remonte jusque pratiquement à l'estuaire de la Vilaine. Ce sont deux fleuves indissociables, et donc, il était important de faire des inventaires et des prélèvements. 9 sites sont prélevés, et sur ces sites, vous allez voir progressivement, on va essayer de voir tout ce qu'il y a en fleurs, et aussi, depuis 2011, en faune. Les acteurs, eh bien, c'est Ifremer, le Muséum de Concarneau, la société Bio-Littoral qui travaille beaucoup dans l'estuaire, et puis la société Stermore avec Raphaël Algouvello qui a fait un... On avait besoin au départ, si vous voulez, une base scientifique, c'est-à-dire un inventaire bibliographique des thèses et des données existantes sur tout l'estuaire. Il y avait beaucoup de données, mais elles n'étaient pas synthétisées. Donc c'est ce qu'on a voulu faire au départ. Et puis le soutien financier de la Fondation Total, c'était un travail de recherche fondamentale dans un premier temps. La Fondation ne subventionne que les projets, disons, de recherche fondamentale. Et puis, bien sûr, tout l'institutionnel qui est venu derrière. Donc ça s'est fait quand même en 6 mois, il fallait aller vite, hein, c'est pas trop mal. Alors voilà les plongeurs, vous voyez, c'est des équipes de baroudeurs. C'est des gens qui plongent des côtes d'Armor jusqu'à Rochebonne, plateau de Rochebonne au large de La Rochelle. Ce sont tous des scientifiques et plongeurs en même temps. Et 2 mètres de creux, ça ne les gêne pas. Alors voilà la pose de ce qui est fait pour faire les inventaires. À droite, vous avez un plongeur qui a posé un transect, c'est-à-dire une corde plombée, qui va prendre la bathymétrie du point le plus haut pour aller au point le plus bas. Puis ensuite relever des ceintures à différents niveaux. Et sur ces ceintures, faire des cadras, c'est-à-dire qu'il y a 10 cadras de 50 cm de côté qui sont sur une ceinture donnée à une profondeur donnée, sur lesquels il va être inventorié effectivement eh bien, quel type d'algue, quelle quantité, quelle grandeur, etc. Donc ça, si vous voulez, ce sont des inventaires extrêmement précis. L'intérêt de ce que nous faisons sur le plan scientifique, c'est contrairement, par exemple, à la directive cadre sur l'eau, où c'est un inventaire tous les 6 ans, donc si vous voulez, les fluctuations anthropiques, on ne les a pas. Nous, c'est un inventaire tous les ans. Et là, on a donc pratiquement, surtout qu'on a eu 3-4 années où il ne pleuvait pas, on peut dire qu'on a pratiquement un état initial sur 4 ans des zones. Et c'est ça qui est déterminant dans ce projet scientifique. Unique en France. Alors voilà ce que ça donne, une bathymétrie donnée. Hein, ça, c'est l'exemple du plateau du Four, qui est un site Natura 2000. Suivre. Et on voit la composition de la strate arbustive entre 2007 et 2011. Donc on a des modifications selon, disons, les espèces algales, la quantité également et la profondeur de ces espèces. Donc ça, c'est des tableaux qui sont essentiels dans la comparaison et surtout la compréhension du milieu. À suivre. Et sur les 9 ou 10 sites que nous avons, on peut faire des comparaisons, par exemple, sur la profondeur des laminaires. Plus en fait vous avez d'algues profondes, meilleure est la qualité des eaux. C'est en fait souvent le manque de photosynthèse, la turbidité, pour différentes raisons, de l'eau qu'on va voir tout à l'heure, qui font qu'il y a des différences. Alors plus on est près de la Loire, on le voit, plus effectivement on voit qu'on a des algues à moins de mètres de la surface, qui est vraiment pas grand-chose, alors que dans les bonnes zones, on peut être à moins 14 mètres. C'est ça qu'il faut retenir. Là, c'est ce qui est vraiment qui évolue énormément, c'est par rapport à toutes ces données scientifiques. Là, je vous donne, on a des tableaux complets qui sont très importants. On peut toutes les années
donner une qualité, une notation écologique, et non pas bactériologique, je dis bien écologique, aux masses d'eau. Et là, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir, et on s'aperçoit que tout ce qui est en orange ou jaune n'est pas de bonne qualité. Comme par hasard, c'est effectivement l'estuaire de la Loire et de la Vilaine qui sont effectivement les milieux impactants. Alors que lorsqu'on est au large, la suite, ça c'est intéressant, je le mets, c'est le banc de Guérande, tout à l'heure, vous voyez où il est situé, ce sont des bonnes qualités d'eau. En vert et en bleu, très bonne qualité d'eau. Cette qualité écologique, je pense, par rapport à ce bioindicateur, sera effectivement une référence dans le cadre de la directive 4 sur l'eau et directive 4 sur le milieu marin qui se met en place, c'est-à-dire qu'il faudra des bonnes qualités écologiques de l'eau 2015-2020 en France. Et donc ce seront des données importantes. Là, c'est une photo que j'ai prise l'année dernière. Vous voyez, je suis au milieu d'un champ de laminaire. Excusez-moi. Un champ de laminaire. Pour vous montrer, parce que peut-être vous ne connaissez pas, mais quand on est dans des forêts arbustives, je suis au milieu de ces laminaires, là ils font environ 2,50 m, même peut-être un peu plus, 3 mètres de haut, et donc c'est une véritable forêt. Alors on va voir justement ces macroalgues, à quoi elles servent. Donc les services rendus des forêts arbustives de la mer. Alors on y va, oui c'est bien. Très important, c'est qu'ils peuvent être extrêmement sensibles aux modifications environnementales, en particulier la turbidité, liée à des facteurs divers, soit des crues, soit des apports, par exemple, de phytoplancton importants, ce qu'on appelle des blooms de phytoplancton. Et ce qu'il faut bien retenir, et on le montrera aussi, c'est qu'il y a une biodiversité supérieure aux forêts inshore, c'est-à-dire qu'il a été répertorié plus de 1000 espèces dans ces forêts de laminaires. Ce n'est pas rien. C'est pratiquement aussi important que les forêts primaires. Voilà encore une photo, on ne la voit pas très bien avec la lumière. On est au milieu des laminaires hyperboréas qui vivent entre 12 et 15 ans. Très important de savoir ça, alors que les précédentes ne vivent qu'une année. Tous les ans, ça meurt, ça repousse. Ou ça ne repousse pas. Là, un détail important, un peu comme dans les canopées, c'est-à-dire que vous avez une épiphyte là, qui est sur le tronc de ces laminaires, où il y a une diversité, en particulier de petites bestioles là, invertébrées, assez considérable. Suivre. Pour bien comprendre la différence avec un arbre, c'est-à-dire que les laminaires n'ont simplement qu'un point d'accroche sur les rochers, ils ne se nourrissent pas dans les sédiments, ils se nourrissent uniquement dans la colonne d'eau, dont leur grande sensibilité. Donc là, très rapidement, Hyperborea à droite, c'est un stipe rond, on y va, oui, on continue. Des crampons, voilà, on peut continuer. La tige, si vous voulez, ou le stipe là pour les bons, voilà. Là, moutal, c'est la fronde. Alors, ils ne sont pas très grands ceux-là, parce que pour le point de photo, on peut les prendre. On est très grands, mais voilà ce que c'est. Maintenant, les services rendus. Donc, les laminaires forêts arbustives de la mer, c'est le lieu de reproduction pratiquement de tous les crustacés. Les homards que vous mangez, les crevettes, les crabes, les araignées, c'est là-dedans qu'ils viennent. Mais aussi, ce sont des refuges pour les poissons juvéniles. Il y a peu de courants, ou moins de courants dans ces grandes forêts, qui sont abrités des courants, et donc ils sont très à l'abri. Alors bien sûr, s'il y a des petits, il y a des gros qui viennent derrière, les bars et en particulier sont là. Très important dans la régénération du milieu, en termes d'oxygénation et captation du CO2. C'est quelque chose qu'il faut tenir en compte, parce que n'oublions pas que les éoliennes, les énergies renouvelables sont là pour de l'énergie, mais surtout, c'est bien ce qu'on a dit au départ, par rapport au réchauffement climatique. Il ne faut pas oublier ça quand même. C'est quand même la base du Grenelle de l'environnement, c'est ça. Voilà. Donc là, la captation du CO2, c'est déterminant. La mer, en gros, reçoit pratiquement la moitié du carbone, et c'est elle qui fait le gros boulot. Elle fait un travail énorme grâce aux microalgues et aux macroalgues, les deux. Mais là, c'est extrêmement important. Une forte production primaire, c'est-à-dire que ces laminaires meurent, il y en a qui sont annuels, c'est des centaines, des milliers de tonnes qui vont aller sur les zones beaucoup plus profondes, sur les sédiments. Il faut bien comprendre la mer comme un maillage, comme un patchwork de zones interdépendantes. Si une zone meurt à un moment donné, l'ensemble des zones autour va mourir, parce qu'elle ne sera plus nourrie par exemple, l'apport de ces laminaires. Donc là, une biomasse aussi importante, aussi bien au moment de la reproduction que de leur mort. C'est donc fortement lié à la qualité des eaux. Donc si on a des pollutions agricoles, humaines, industrielles, oui à suivre, eh bien on a beaucoup de turbidité, des pollutions bactériochimiques, des blooms de phytoplancton et une eutrophisation du milieu. Vous connaissez ça régulièrement, vous le voyez. Continuez. Chez nous, en particulier au bord de la mer, c'est lié à la qualité des eaux de baignade, la pêche à pied, la pêche récréative. Les gens viennent au bord de la mer pour avoir de l'eau correcte et puis avoir effectivement de quoi s'amuser en pêchant dans les limites autorisées. Voilà. Tout est lié, et si on reprend d'une manière générale,
indispensable pour la pêche côtière sélective et qualitative, la conchyliculture, la saliculture, n'oublions pas que dans beaucoup d'endroits on a du sel, le tourisme bien sûr, et c'est une biodiversité remarquable, comme je l'ai dit précédemment. Alors là, c'est pour vous montrer, ça c'est intéressant pour voir un petit peu, c'était en mars 2007, une carte satellite du panache de la Loire, ici, et de la Vilaine. Alors vous voyez quand même que c'est pas rien, alors que c'était une crue de 2500 m3 seconde à Montjean, qui est une station qui permet de voir les crues, c'est pas énorme, puisqu'on peut avoir en Loire jusqu'à 6000 m3 seconde, hein, c'est considérable. Avec la force de Coriolis, vous voyez qu'il y a plutôt une remontée vers le nord de ces courants, mais comme il y a eu 10 jours de tempête et de houle de sud-ouest-ouest, on a effectivement un panache qui a tendance à vouloir remonter, mais qui est repoussé aussi en même temps. C'est aussi toute la difficulté de la courantologie dans ces endroits-là. Alors la turbidité de l'eau, il y a deux choses dans la turbidité, c'est effectivement toutes les matières en suspension qu'on peut avoir, hein, de l'argile, etc. Mais ça peut être aussi du plancton, et en particulier du phytoplancton. Là on voit par exemple la turbidité lors d'une crue moyenne, là aussi hein, 2500-3000 m3 de la Loire et de la Vilaine. Là c'est extrêmement turbide et ça remonte et on voit quand même que l'eau douce va jusqu'au-dessus de la Bretagne et dans les grandes crues ça peut aller effectivement sur les côtes d'Armor jusqu'à la presqu'île du Cotentin. Donc entre parenthèses, le problème si vous voulez des algues vertes en Bretagne n'est pas forcément résolu parce qu'il y a aussi la Loire et la Vilaine qui amènent pas mal de choses. C'est quand même 200 000 tonnes de nitrates qui sortent de la Loire en moyenne tous les ans, hein, c'est considérable. Donc vous voyez, ça c'est une forme de turbidité, alors ça bien sûr c'est dilué, c'est de l'eau douce, et là c'est le phytoplancton, c'est-à-dire que les eaux vertes, non pas les algues vertes, hein, c'est différent, mais les eaux vertes disons au phytoplancton sont sensibles dans tous les estuaires et dans toutes les baies. Donc la Baule ici, là bon, c'est Saint-Brévin, la Turballe, et là-bas c'est la baie de Vilaine. Et c'est considérable, dans un premier temps c'est très favorable pour la chaîne alimentaire, mais s'il y en a trop, bah, c'est comme tout, s'il y a trop d'excès, eh bien tout meurt, et l'oxygène diminue, et voilà. Suivant. Alors, évolution des ondes de laminaires, pour vous montrer un peu l'impact quand même de la turbidité, parce que nous on voyait ça sans arrêt arriver, et on se disait mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas possible. Et on a fait nos cartes depuis maintenant 1995, à suivre. Voilà, en 1995, ça c'était des zones de macroalgues à plus de 6 mètres carrés en vert et en jaune ici, vert clair, à moins de 3 mètres carrés. Et je vais vous montrer en 15 ans, parce que je vais vite, hein, on a des programmes selon population. Voilà ce qui se passe en 2010. Voilà ce qui reste, c'est-à-dire qu'on a 75% des laminaires qui ont disparu, tout ce qui est en rouge, et on est sur des moins 3 au mètre carré. Et puis il s'est passé une chose intéressante, toujours pareil, la turbidité et aux travaux qu'il y a, ils ont dragué, ils sont encore en train de draguer le port de la Baule cette année, ils mettent les vases ici. Et on s'est aperçu une chose intéressante, à suivre, c'est que d'une part on a une augmentation des mouillères un peu partout, là, c'est ce qui se passe dans les fonds, et aussi, à suivre, voilà, des petites bestioles qui sont celles-ci, là, des ophures, là, des échinodermes là, qui se mettent partout, c'est des choses qui mangent de la matière organique. Alors tant mieux si elles sont là, parce qu'elles vont éliminer un petit peu la vase et le reste. Mais on voit un peu comment ça se développe, et d'année en année, comment ça encore à suivre. Là c'est parti vers le haut, là ici, voilà. Donc toute cette zone-là était infectée. Si c'était venu de la Loire, ça aurait été effectivement dans ce sens-là, là ça venait bien de cette zone-là, et ça va recommencer. Il y a là, le fond est complètement couvert. Ça veut dire qu'en fait, la mer, elle réagit tout de suite. S'il y a des conditions particulières, aussitôt il y a des espèces opportunistes qui s'installent. Le problème après, c'est de savoir combien de temps elles vont rester. Et est-ce que le milieu peut revenir dans son état initial? On continue. Ouais, de près là, c'est joli, mais en même temps, quand vous avez les mains là-dessus, ça vous monte dessus, vous avez peur, vous dites, il ne faut pas que je reste là, elles vont me bouffer. Voilà l'évolution d'un milieu qui est un bon milieu au départ et qui devient impacté. Alors là, il est impacté par des vases et des boues. Donc c'est des moules, c'est d'abord, si vous voulez, des naissins de moules qui déposent sur les tales de laminaires, et c'est des moules qui en 2-3 mois se développent. Après, bien sûr, il y a une école de mer qui vient manger, elle a raison. Hein. Voilà le milieu une fois que ça a été bien impacté, les laminaires ont disparu, on a des espèces d'algues qui s'appellent des anhydris qui poussent à côté, ou bien on n'a que des moules, et donc il n'y a plus de biodiversité, et en dessous les moules, eh bien on a les ophures. Donc voilà un peu comment ça se passe. Deuxième chose que nous avons fait là, dans l'association, on fait des cartographies des zones de laminaires. Parce qu'il est important, c'est d'avoir ces inventaires. Alors c'est soit avec un plongeur, pour nous n'est pas très clair, derrière il y a un bateau avec un GPS,
et on reprend toute une zone que l'on marque sur une carte, et ensuite on va plonger sur cette zone et faire des transects nous-mêmes, regarder ce qui se passe, le nombre de laminaires, etc. Alors à suivre. Donc ça c'est le plateau du Four qui est une zone Natura 2000 depuis peu. Ça c'est plus de 6 laminaires au mètre carré. Ensuite, suivre. Moins de 3 au mètre carré. Les zones de sable et laminaires. Voilà, sable uniquement. Quelques zones de galets. Et ici, c'est passé une chose, oui, à suivre. Il y avait à l'Idriss Iposa, et pas seulement des cysostères qui ont poussé à un endroit, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. La tempête Xynthia en 2010 a bouleversé certains endroits, dont le plateau du Four. Et les pêcheurs m'avaient dit, on ne prend plus de bar maintenant sur nos lignes à ces endroits-là. J'ai dit, pourtant, il y a des grands laminaires, il devrait y avoir beaucoup de poissons. Je vais voir, et en fait, je vais continuer. Voilà, c'était ça. Et en fait, des cysostères baccata également, c'est-à-dire le fond avait été remplacé, tous les laminaires avaient disparu, et remplacé par cette plante. L'explication est la suivante, c'est que les laminaires poussaient sur des galets, c'était essentiellement des saccharines. Les galets étant retournés au printemps, eh bien, comme c'est le moment de la pousse des laminaires, ils n'ont pas pu pousser. Et aussitôt, dans la colonne d'eau, hein, vous avez des quantités, il y a tout ce qu'il faut pour nourrir un milieu, eh bien, les cysostères baccata sont mis en place. On ne sait pas combien de temps ça vit. Les scientifiques ne le savent pas, donc on regarde ça tous les ans. Maintenant, ils sont grands, ils font plus d'un mètre de hauteur en 2012. Donc vous voyez, 3 ans déjà, ils sont là. Alors, ça, si vous voulez, c'est un petit peu les constats que nous faisons sur le milieu. Dès qu'il y a des modifications, change. Et est-ce qu'il change pour longtemps? On ne le sait pas encore, personne ne peut vraiment le dire. Ce ne sont que des suppositions. Simplement, les études scientifiques en Adriatique, en Méditerranée ou même en Atlantique, il y en a moins, montrent que lorsqu'il y a des grands travaux, eh bien effectivement derrière, il y a systématiquement des espèces opportunistes qui viennent avec une disparition de la biodiversité. Sur le paysage, alors là franchement, je dois dire qu'il y a certains qui aiment les éoliennes, trouvent que c'est beau, mais après tout pourquoi pas, hein. Les mobiles de Calder on aimait bien que ce soit un peu répétitif, les éoliennes, hein. Calder était un peu plus ingénieux, ça c'est sûr, mais on peut être d'accord ou pas. Il y en a d'autres qui disent, et moi je serais un peu partisan, c'est quand on est face à la mer, cet horizon, cet infini, est quand même assez passionnant. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un côté méditation, il y a un côté... le monde est quand même extraordinaire, mystérieux, ça nous laisse un petit peu rêver. Bon, voilà. Bon, c'est des vues que vous connaissez... Non, la précédente, là. Bon, un observateur à 5 mètres de hauteur... je crois que la ligne d'horizon c'est 17 km, hein, si on niveau 0. Donc c'est vrai que si elles font 140 mètres de haut, on les verra. Mais on ne verra pas grand-chose, on verra des espèces de bouts de bois d'allumettes de je ne sais pas quelle grandeur. Après, ça dépend du temps, ça dépend de la luminosité, l'évaporation, il y aura beaucoup de phénomènes. Par contre, oui à suivre, ah, il y en avait d'autres. Non, c'est plutôt la nuit. La nuit, on en a parlé tout à l'heure. La nuit, je pense que là, c'est vraiment extrêmement... gênant de voir, pas un feu d'artifice, mais il y a des flashs quand même, une centaine d'éoliennes avec des flashs partout, c'est quand même pas rien, hein, c'est pas rien, et je veux dire que la mer va perdre un petit peu ce côté un petit peu extraordinaire. Bon, ça je passe aussi, c'est les 4 types de fondations dont on vous a parlé, avec ça un truc très schématique, ça c'est effectivement les jaquettes, mais très schématique aussi. Ça aussi on passe, vous les avez vus. Ça par contre, vous n'avez pas vu, c'est... ça par contre, je ne devrais pas le donner. Ah, non, oui, d'accord. Ça, c'est des prévisions. C'est une prévision, mais vous savez, tout a changé sur le banc de Guérande. Quand le banc de Guérande a été attribué, on devait mettre des jackets sur le banc de Guérande. Et ça faisait travailler le chantier STX. Là. C'est aussi du travail, hein, les éoliennes. Et finalement, il y a 6 mois, enfin pas les promoteurs, mais EDF, ils sont venus nous voir avec les scientifiques, ils nous ont dit, bon... nous, on n'était pas allé sur le fond. Maintenant, on sait que le fond, c'est du calcaire, effectivement, essentiellement. Les jaquettes, ça ne tient pas. Donc, après, l'appel d'offres. Donc, il va falloir mettre des monopieux. Quelle dimension? Environ 7 à 8 mètres de diamètre et en 20 à 30 mètres de profondeur. C'est pas pareil. Hein. Alors, les raccordements, vous savez que la Baule, il y a quand même du monde. Hein. Oui. On verra tout à l'heure, il y a 200 000 personnes l'été entre le Croisic et ici. C'est quand même beaucoup. Donc, on ne peut pas sortir là, quoi. C'est pas possible, donc on va essayer de sortir en allant vers Pénétin ou dans ces coins-là, on ne sait pas trop. Donc c'est dans les prévisions, mais ça peut changer encore. Il n'empêche quand même que c'est quelque chose d'assez considérable au point de vue distance, et ce n'est pas rien. En ce moment, ils sont en train de mettre un truc expérimental SEMREV ici, là, ici, c'est-à-dire
houlomotrice et puis éolienne flottante. Et donc le câble passe ici. Et là, ils sont embêtés parce que sur 2 km, il va falloir mettre ce que vous avez dit sur du béton sur le câble. Donc ça coûte extrêmement cher. Voilà. C'est pas rien. À suivre. Chose intéressante quand même, c'est que on peut se poser la question des éoliennes. Est-ce que tous les milieux sont favorables ou est-ce qu'il ne faudrait pas choisir des milieux moins impactants, disons, pour la biodiversité? Si on va sur, par exemple, des milieux tels que le sable ou sablo-vaseux, il y a une vie qui est importante sur quelques centimètres, un peu comme sur notre terre à nous, dans nos jardins, sur 10 cm, ça vit bien, il y a ce qu'il faut. Mais c'est quand même beaucoup moins riche en biodiversité que sur un récif battu par la vague, beaucoup moins. Et on sait d'autre part, et ça c'est montré, que lorsque les chalutiers font un trait de chalut mais passent pas régulièrement à un endroit, la vie est accentuée et encore améliorée à ces endroits-là. C'est normal, hein, du moment qu'on la perturbe, elle réagit, elle se produit. Donc ça, c'est pas très gênant. Et on peut imaginer aussi qu'il y aurait des blocs de rochers autour, hein, par fond vapeur, et à ce moment-là, vous pouvez avoir des crustacés qui vont se retrouver très bien. Ensuite, des éponges un peu plus haut, puis des laminaires là-haut, éventuellement des moules s'il y a effectivement des eaux turbides comme au Danemark. Donc ça, c'est par exemple une moulière avec les fondations et des moules qui sont sur ces fondations. Donc là, bien les moules, attention, hein, c'est une biodiversité quand même restreinte. Alors le banc de Guérande, ça, vous pouvez le mettre, je vous le donne, mais c'est nous, c'est-à-dire uniquement l'association avec les scientifiques qui avons fait ça. On a voulu aller voir ce qu'il y avait dessus, parce que comme personne n'avait été, ou personne n'avait rien dit, donc on est allé plongé à 7 plongeurs, bouteilles, sur 2 points, en plein milieu et puis sur une extrémité. Ça coûte quand même 7 000 € chaque plongée, donc on ne peut pas se permettre, association, de faire mieux. Donc les résultats sont les suivants, à suivre. Le banc de Guérande, d'une part, alors oui, vous ne connaissez pas, mais c'est des fonds de 7 à 20 mètres, et d'accord à 30, une richesse et diversité des habitats importante, hein, une zone de laminaire, nous qu'on estime autour de 45 km², 45 km², vous voyez ce que ça donne, hein, c'est pas rien. 50 tonnes de crustacés homards sont pêchés tous les ans, donc il y a ce qu'il faut, hein, c'est une zone de frayère importante, donc le projet, vous le connaissez, 80 éoliennes de 6 MW, hauteur 150 mètres, pale de 75 mètres, plus de 100 km de tranchées, ça correspond effectivement à ce qui a été dit précédemment. Pendant les travaux, c'est pas nous qui le disons, c'est les promoteurs, il n'y aura plus rien. C'est-à-dire qu'il y a un tel bruit, il y a de telles nuisances que les poissons, ou tout au moins les crustacés sédentaires, de toute façon, ils vont se faire détruire, ça c'est clair. Ceux qui sont pélagiques, c'est-à-dire qui passent, ils ne viendront pas, hein, que ce soit aussi bien les mammifères que les poissons pélagiques tels que le bar et autres. Le bruit sera tellement important qu'ils contourneront cette zone-là. Mais après les travaux, alors là c'est sur les effets, si vous voulez, associés des différents bruits. Bon, il y aura des vibrations, c'est évident, il y aura certainement des champs électromagnétiques, il y aura les bruits, effectivement, des bateaux qui viendront faire de la maintenance, et là-dessus, rien n'est vraiment encore défini, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Simplement, beaucoup d'études montrent que les poissons pélagiques sont très sensibles, d'une part, aux infrasons, avec leur ligne latérale, et aussi avec l'oreille interne, et ils ont tendance effectivement à fuir ces zones qui sont fortement impactées par ces sons, ces bruits. Ensuite, alors là c'est pour vous montrer les correspondances par rapport aux études que l'on fait sur le Bonin du Four, qui est le meilleur site Natura 2000. On est à moins 8 mètres et vous avez, vous voyez, 5 laminaires au mètre carré, alors que sur le banc de Guérande, on est à 25 laminaires au mètre carré à moins 10 mètres. Plus grande marée, hein, c'est plus grande marée. 5 fois plus, disons, d'algues à ce niveau-là. C'est extrêmement riche. Simplement après, ce qu'il faut se poser, c'est quelles sont les éoliennes qui seraient les moins gênantes. Alors, sur les natures des environnementaux, le bruit, la collision, les effets barrières, hein, puisque ça peut poser des problèmes en ce qui concerne en particulier les courants ou la destruction des fonds, la remise en suspension des matériaux, la perturbation des régimes hydrocimentaires, la pollution chimique, l'impact sur la pêche et la résilience éventuellement de tout cela. Alors, dans tout ce qui est montré actuellement, il semblerait que ce soit effectivement les flottantes, qui n'existent pas, hélas, ce sera dans 5 ans, pas avant sans doute, qui soient les moins impactantes à tous les niveaux. Celles qui sont sur les fonds rocheux les plus impactantes, et celles qui sont sur les fonds sablo-vaseux
et moins impactantes également. Alors si on prenait le temps de réfléchir, voilà. Les éoliennes construites à terre sont remorquées sur sites loin des côtes, idem pour les réparations. Les flottantes, c'est ça l'intérêt. Parce que là, moi je connais le banc de Guérande, les pêcheurs de l'île, bon, quand il y a un peu de houle sur le banc de Guérande, on fait le tour du banc de Guérande. Moi je ne passe jamais sur le banc de Guérande, jamais, c'est pas possible. Donc emmener des éoliennes, les mettre sur un endroit, c'est bien quand elles sont en mauvais état, revenir à terme. Autrement, ça sera très difficile. Pourquoi pas aussi, selon les lieux et conditions, associer d'autres formes d'énergie. Ça, c'est l'école centrale de Nantes qui est en train de faire ce projet-là, qui est intéressant. Ils vont le mettre en place dès l'année prochaine, là, en termes d'expérimentation. C'est servir de la houle dans ces endroits. Il y a quand même une houle énorme. Et au niveau paysage, c'est pas impactant. C'est fixé sur le fond d'une manière, je dirais, assez soft. Hein, et ça peut augmenter un petit peu la biodiversité. Et puis, bien sûr, tout ce qui concerne les hydroliennes, puisque ça va être mis en place bientôt aussi. Alors, une zone, non, précédemment, là, ça m'intéresse ça aussi, une zone qui pourrait être interdite à la pêche, pour effectivement faire une espèce de sanctuaire où on mettrait, un peu comme au Japon, il y a quand même 350 types d'habitats au Japon, pour des espèces de poissons différentes. Chez nous, on sait mettre des cailloux au fond, point. Mais les cailloux au fond, ça retient des crustacés, quelques tacos, des congres, mais pas grand-chose. Par contre, au Japon, ils ont des habitats différents, à différentes hauteurs, selon les espèces. Et là, c'est absolument remarquable. Il faudrait expérimenter tous ces genres de choses. Ce serait passionnant. Donc là, pour vous montrer à la fin, pour faire une synthèse de tout ça, ça c'est la houle. Oui, pardon. Je vois pas bien l'avantage de l'hydrolienne face aux éoliennes offshore. En fait. Ah non, mais c'est pas un avantage, c'est de dire on associe d'autres énergies renouvelables à une existante, quoi. On choisit des endroits où on peut en mettre plusieurs. La houle déjà et les éoliennes, ça marcherait puisque c'est derrière le banc de Guérande qui vont mettre leur système. Mais si on est dans un endroit en Bretagne où il y a beaucoup plus de courant, pourquoi pas mettre en même temps l'hydrolienne. Pourquoi pas. Pour avoir qu'un système de transfert vers la Terre, en particulier l'énergie. Ça c'est un document de la SOGREA qui montre le régime simulé de houle d'ouest et de sud-ouest, et on voit que systématiquement tout revient vers la Terre. Et ça c'est important parce que dans ce qu'on va voir par la suite, et on le sait bien, hein, tout ce qui tombe en mer, ça revient systématiquement à la côte. Là si on reprend par exemple, et ça c'est quand même à ce moment-là, si vous voulez, beaucoup plus sur, de manière générale, sur la gouvernance et sur l'intérêt de chaque région. Là on a faut pas aller trop vite, on a les activités, disons, primaires, c'est-à-dire la saliculture, la pêche, le croisic, la turbale, et les moules sur Pénétin, là, et les trois zones du Mai, et puis le Four et la Banche, et des petits rochers, des récifs là, qui sont intéressants. Alors, à partir de là, bon, vous avez Saint-Nazaire, oui, à suivre. Bon, zone industrielle, c'est bien, il en faut. Vous avez Montoire et Donge, qui sont des zones importantes. On y va. Zone Céveso quand même, hein, c'est pas rien. Cordemais, une centrale, ici. Ensuite, ça c'est la pression touristique l'été, entre Saint-Nazaire et la Vilaine. Ensuite, et la Baule, c'est 750 000 personnes. Ça peut aller à plus d'1 million sur certains week-ends. Donc il faut pour ça des stations d'épuration, parce que on y va, on continue. Parce que bien sûr, tous ces gens la consomment, hein, pas mal. Voilà. Donc là, les stations d'épuration, elles ne sont pas toujours capables, lorsqu'il y a 1 million de personnes, d'évacuer. Hein. Il suffit qu'il y ait un orage, n'importe quoi, c'est fini. Ça part directement en mer. Plus tout ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire en particulier les médicaments, les molécules qui sont importantes là actuellement. Et là, il y a des expérimentations de fait. Là. On sait qu'il y a des modifications de sexe des poissons, en particulier sur les plis, parce qu'il y a trop d'hormones qui arrivent en mer. Ça, c'est la zone d'extraction ou de clapage des vases du port de Saint-Nazaire. Il faut bien le faire. Il faut bien draguer pour que les bateaux remontent, etc. Elles sont mises là, mais il y a quand même 5 à 10 millions de tonnes tous les ans qui sont mises à cet endroit-là. Elles repartent. Pardon ? Elles repartent, elles restent pas. Oui, justement, on va voir ça. Là, c'est l'extraction de sable, donc ça remue quand même un petit peu les sédiments, c'est pas tellement important, mais enfin, il y a un petit peu de phosphore dans les sédiments. Ça, c'est la zone du banc de Guérande où il y a les éoliennes. Ça, c'est celle prévue vers Noirmoutier. Et maintenant, on va voir un petit peu, par rapport à la houle que je vous ai montré tout à l'heure, et là, les scientifiques l'ont montré aussi, il n'y a que 10% des sédiments qui restent à cet endroit-là, les gros sédiments. Tout le reste revient systématiquement vers la côte et vers l'estuaire. Donc il faut faire un travail de shadowk dans la base. On recommence sur là. Ensuite, ça ce sera l'impact des sédiments de la zone
du banc de Guérande, parce que là il va y en avoir quand même, il y a quand même 100 km de tranchées. Ça va être 1 mètre, d'après ce que nous ont dit EDF, à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 de tranchées de profondeur et de largeur. C'est pas rien. Alors on a dit, mais comment vous faites après pour que les câbles, parce qu'il y a de la houle là-dessus. Bon, on remet les sédiments, mais ce sera peut-être pas suffisant, il faut peut-être mettre aussi du béton par-dessus. Ils ne savent pas encore. C'est vraiment... là, Noirmoutier, pareil. Et puis une dernière chose aussi, c'est la zone d'exclusion pendant les travaux qui vont durer au minimum 3 ans, de pratiquement tous les poissons qui ne pourront pas vivre là, même chose sur Noirmoutier. Et par la suite, peut-être certaines espèces de poissons ne pourront plus fréquenter ces endroits-là. Donc vous voyez que, là c'est une dernière chose, là, je vous l'ai mis ici, c'est pour le dessert, c'est le bouchon vaseux de la Loire en fait. Le bouchon vaseux de la Loire en 15 ans est passé de 30 km à 45 km. Le bouchon vaseux, c'est un phénomène naturel dans tous les estuaires. Le fait qu'il y ait un marnage, une onde de marée, fait que l'eau qui arrive par chargée de matière en suspension n'est pas évacuée en mer à chaque fois, et donc bascule en fonction des marées. Quand il y a une crue importante, 3500 mètres cubes secondes à Montjean, elle part en mer. Et là, je ne vous dis pas, parce que au fond, sur 3 mètres de profondeur, on appelle ça de la crème de vase. Il y a 500 grammes de vase au litre. C'est pas mal, hein. Donc ça part en mer, et là, ça anéantit tout. Donc pour vous montrer tout cela, dans les propositions aussi, c'est que, oui, il en faut, c'est évident. Mais, on n'a pas parlé de ça, mais il faut d'abord économiser l'énergie. Parce que ça va rapporter quoi l'éolien 2% de la production totale d'énergie en gros. Alors que si on commence par isoler, et ça va être fait je crois, hein, d'après ce qui est prévu, mais ça se fait doucement, on économise l'électricité, c'est surtout disons, le chauffage, un peu les transports et l'éclairage, hein, c'est surtout ça. Donc là c'est surtout une grosse économie dès le départ. Il y a quand même 8 millions de personnes en précarité énergétique, c'est pas rien. Et c'est eux qui sont dans les bâtiments les moins isolés. Avant de faire ce travail, disons, de choix de site, il aurait été souhaitable de faire un inventaire indépendant, c'est-à-dire l'étude d'impact est faite après que cette étude. C'est maintenant qu'ils vont la faire, l'étude d'impact. On aimerait bien quand même savoir, ce serait important aussi pour les promoteurs, qu'est-ce qu'il y a sur le fond, quelle est la biodiversité, quelle est la nature de la roche, c'est quand même important. Puis aussi les pêcheurs, parce qu'il y a quand même là-bas une dizaine ou une quinzaine de bateaux qui pêchent, ceux-là, ils vont être écartés complètement. Donc rechercher des implantations moins riches, plutôt sablo-vaseuses, attendre pour privilégier des solutions associées ou innovatrices, plateforme éolienne construite à terre, énergie de la houle, biomasse, hydrolienne. Une gouvernance du littoral et de la mer, ça me semble vraiment important, parce que les gens de la côte, là, ils disent, mais on ne nous demande pas notre avis, hein, on nous impose quand même, hein, ça vient, c'est imposé ça. Enfin, voilà, je vais vous montrer une dernière chose, bon ça c'est la très belle photo sur le fer du four, là, tu vois la photo du four, avec 2-3 petites choses. Voilà. Gilles Boeuf, du directeur du muséum, qui dit on est arrivé dans la 6e extinction de la biodiversité, et le seul responsable c'est l'homme. Et ça j'aime beaucoup parce que Paul Valéry en 1931 disait voici le temps du monde fini qui commence. On parlait tout à l'heure de l'épuisement des réserves de pétrole et autres, ben oui, ça commence, donc il faut faire avec, il faut bien le faire. Et puis, il doit y en avoir une dernière. Non voilà. Tous les résultats du projet scientifique sont sur notre site. Ils sont ouverts au public. Donc, vous pouvez aller sur notre site www.asso-loire-vilaine.fr. Et là, vous aurez tous les détails et il y a tout ce qu'il faut. Je vous remercie. Bon, ben, des questions? Oui. Moi, j'en ai une qui me tarde depuis très longtemps. Je voudrais demander à monsieur quel est le bilan énergétique total et sa durée d'amortissement pour construire votre champ d'éolienne. C'est-à-dire qu'on compte tout. On compte la fabrication des câbles, le transport, la fabrication des bateaux, la fabrication de votre éolienne. L'ensemble, est-ce qu'il a été bilanté? Est-ce qu'on connaît son bilan énergétique et quel est son coût et la durée d'amortissement? Donc, si je comprends bien, c'est ce que j'ai entendu. Là, c'est la notion d'énergie grise, en fait. Oui. Il y a l'énergie qu'il faut dépenser pour commencer à faire de l'énergie renouvelable. Oui. Moi, j'ai pas d'informations particulières là-dessus sur la partie éolienne. Je sais que c'est un moment, ça a été un débat sur le photovoltaïque, parce qu'il fallait beaucoup d'énergie pour arriver à produire les panneaux. Je sais pas si Alain, toi, tu as eu des informations, s'il y a eu des choses là-dessus. Il semble qu'il y avait un rapport de l'ADEME qui a été fait. En termes d'énergie grise, enfin en tout cas en ce qui concerne l'éolien à terre,
je pense pas que ce soit véritablement identifié comme un problème. Mais vraiment, je suis pas apte à en parler parce que c'est pas, je dirais, c'est pas un sujet sur lequel je me suis penché. En termes de durée de vie, lorsqu'on a En fait, la plupart de ces champs aujourd'hui, c'est conditionné à la durée du contrat de rachat. Donc aujourd'hui, les contrats de rachat par EDF sur ces énergies renouvelables, ça dure 20 ans. Donc les durées de vie pour lesquelles on dimensionne ces installations, c'est souvent 25 ans. Enfin, une durée de vie, ça veut dire que on rentre dans on prend ça en compte pour le dimensionnement des anodes contre la corrosion, pour pas mal de choses. Mais ça ne veut pas dire qu'au bout de 25 ans, on va avoir des ruines. Ça veut dire qu'on est encore capable d'opérer et de supporter les plus fortes vagues au bout de 25 ans. Mais il y a des plateformes en mer du Nord, des plateformes pétrolières, qui étaient designées pour 25 ans, qui ont duré 50, ou 40, c'est 45, qu'on est en train de modifier, qu'on est en train d'arranger. Donc, cette notion, aujourd'hui, c'est essentiellement conditionné par la durée du rachat. Oui, juste pour répondre sur l'énergie grise nécessaire à la construction, moi, j'ai effectivement pas d'idée. Puisque je suis plutôt actuellement dans le solaire, je sais qu'au départ on parlait de 2 ans et que maintenant on est inférieur à 1 an parce que les progrès sont tels et bientôt même peut-être on sera à 6 mois d'énergie grise pour une durée de vie de 25 ans. Pour le solaire. Pour le solaire. Pour l'éolien en mer, l'expérience, d'abord la durée de vie, c'est quand même très très jeune. Enfin, les premiers champs ont été faits au Danemark, avec des éoliennes relativement petites, 2 MW, les premières éoliennes offshore, mais qui n'étaient pas correctement, disons, marinisées, parce que bon, il fallait... Mais ça, je ne sais pas du tout quelle est l'énergie grise nécessaire à la construction. C'est vrai que c'est un problème qu'on se pose de plus en plus et qu'on est en train, certaines associations demandent quelle est l'énergie grise du nucléaire. Pareil. Parce qu'il faut aussi, bon, c'est la même chose. Et c'est quelque chose d'important. Alors, on fait de plus en plus maintenant des analyses du cycle de vie qui permettent de connaître tout ça, mais on n'en est vraiment qu'au début. Je voulais rajouter quelque chose à propos de l'environnement. Ce que disait Jean-Claude, c'est en Allemagne, ils ont pris le problème dans le sens inverse. Ils ont commencé par faire des études d'environnement pour essayer de savoir où ils allaient mettre les éoliennes. Alors évidemment, les études d'environnement, ça prend du temps, théoriquement 1 an, mais en principe, mais en réalité beaucoup plus. Et donc, ils ont des procédés complètement différents. Là, j'ai un camarade qui m'avait prêté ce livre-là sur Alpha Ventus, qui est un projet fait en Allemagne. Alors en fait, c'est un champ qui a été déterminé pour faire de l'expérimentation. C'est-à-dire que les entreprises sont venus avec leurs propres éoliennes et ont implanté leurs éoliennes dans ce champ et qui va s'étendre. Alors l'Allemagne, dans la mer du Nord, n'a pas un grand morceau puisque c'est coincé entre les Pays-Bas et le Danemark, hein, donc c'est pas très grand. Mais donc ils ont choisi cette zone-là et donc ils font l'expérimentation. Non seulement ils ont fait des études environnementales, mais aussi ils plantent des éoliennes, puis ils vont voir ce que ça donne au bout d'un certain temps. Alors chacun a planté, il y a Areva qui a planté ses éoliennes, il y a Repower, il y a Vestage, je pense aussi. Enfin, donc chacun, alors ils en ont pas, ça n'a pas été 500 MW, hein, mais bon, ça permet de mettre en place les procédés. Et du coup, quand ils mettent en place les procédés, ben derrière, ils ont, comme vous le savez, des grands projets en mer du Nord. Bon, ben, petit à petit, ça se développe. Alors, je voudrais aussi rajouter quelque chose, parce qu'on parle beaucoup de transition énergétique en ce moment. On ne peut pas comparer la situation de l'Allemagne au niveau énergétique et la situation de la France. 2 choses totalement différentes. Et au niveau des renouvelables, 2 choses totalement différentes. Vous voyez, en France, par exemple, pour prendre l'éolien, vous avez à peu près du vent dans beaucoup de régions en France, aussi bien au nord qu'au sud, et même au centre de la France. Bon. En Allemagne, vous avez du vent au nord et vous avez l'industrie au sud, ce qui leur pose un problème. Nous, on a quand même quelque chose de beaucoup mieux réparti à terre, tout au moins. Et le soleil,
c'est aussi quand même beaucoup mieux réparti. Même si on a moins au nord qu'au sud, on en a quand même mieux que les Allemands. Donc là, il faut bien faire attention. On nous dit toujours, oui, là, je réagis aujourd'hui un peu parce que j'ai vu comment c'est pas une interview, je sais pas, de Delphine Bateau qui parlait de milliers de kilomètres de lignes. Oui, en Allemagne, il va falloir faire des milliers de kilomètres de lignes. En France, on ne sait pas. Si on est mieux réparti, il faudra faire des lignes, ça c'est sûr. Mais on n'est pas sur le modèle allemand. Hein. C'est juste pour petit point là, pour montrer qu'il y a quand même qu'il y a des différences, qu'on ne peut pas se caler. Et puis le nucléaire en France n'est pas du tout à la même proportion qu'en Allemagne, donc il faut faire très attention dans ce genre de raisonnement. L'éolien offshore, aujourd'hui, il y a un programme qui est commencé, il faut espérer qu'il aille jusqu'au bout, c'est tout, quoi. Et puis que les prix, petit à petit, diminuent. Enfin, voilà. Des questions? Quels sont les avantages et inconvénients des projets qu'on a vus avec des axes verticaux par rapport aux axes horizontaux? Ces éoliennes à axe vertical, elles réapparaissent périodiquement, et puis elles meurent assez rapidement, parce que, en fait, les éoliennes, on les a faites de plus en plus haut pour aller chercher le vent. Alors, l'avantage, comme je l'ai indiqué, c'est qu'en mer, on a du vent beaucoup plus bas. Mais quand même, on ne peut pas se mettre à 10 ou 20 mètres. Or, c'est Darius, c'est un système qu'on appelle les éoliennes Darius, si vous voulez, ont effectivement, plus vous voulez les mettre hautes, ça pose des problèmes de structure du mât. Hein. Et comme vous ne les mettez pas très hautes, vous prenez en bas, vous prenez du vent quand même qui est relativement faible. Donc il faut l'étudier, peut-être qu'en mer ça marchera mieux qu'à terre. C'est les Canadiens qui ont beaucoup étudié ces éoliennes Darius, ils ont abandonné quand même, hein, à terre. Mais parce qu'à terre, moi j'ai fait de l'éolien à terre, en 95 on était à 40 mètres les mâts. Hein. Aujourd'hui on est à 100 mètres. Donc on est, vous voyez, on a une configuration totalement différente. Alors ça ne veut pas dire que des petites éoliennes comme ça, on ne pourrait pas en mettre sur des bâtiments. Bon, ça c'est un autre problème, mais c'est petit. Il y en a sur les bâtiments. Oui, il peut y en avoir, oui. Si vous permettez, vous donner un élément de réponse complémentaire sur l'éolien partiel et turbine verticale. En fait, effectivement, à terre, ça a peut-être plus marché, mais dans l'éolien flottant, ça pourrait être totalement retourné, puisque le grand problème de l'éolien flottant, on l'a rappelé, c'est un problème croissant de l'offre posée, notamment en France, on n'en a pas beaucoup, mais il faut aller chercher les ailleurs. C'est l'optimum, c'est le coût d'investissement qui est taxe à cause du coût du flotteur. C'est absolument gigantesque. Et changer d'architecture de turbine, ça permet de descendre le centre de gravité, et donc de réduire considérablement la dimension des flotteurs, et donc le capex, et donc in fine, l'attractivité globale de la filière et du produit. C'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui développent des turbines verticales, tout simplement pour baisser la taille du flotteur, qui est aujourd'hui un peu exorbitant dans le coût de la cible. Oui, parce que il faut voir que la nacelle, qui est à une centaine de mètres, elle pèse 350 tonnes. Hein. Donc ça fait quand même quelque chose d'important. Et donc effectivement, dans l'éolien flottant, c'est un élément important. Quoi. Effectivement, au détriment du facteur de charge, du productible de la technologie, mais la question est de savoir si la part qu'on va gagner en investissement et en dimensionnement du flotteur va être compensée ou pas par la perte de productivité. Un autre argument aussi, c'est la partie maintenance. C'est-à-dire que quand on a besoin, on essaie de mettre toute la partie électrique vers le bas, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'amener des gens jusqu'à la nacelle ou de redescendre des pièces de la nacelle, etc., de faire des choses compliquées à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc il y a des arguments. Ce n'est pas le seul endroit où on trouve des gens qui essayent d'aller vers quelque chose qui soit peut-être moins efficace, mais qui peut être plus économique. C'est vrai que le profil de vent fait qu'on a besoin en mer on commence à chauffer du vent à peu près vertical, on va dire, peut-être plus vite qu'à terre. Ah oui, plus vite. Bah oui. Ah oui, ça merde. Dans les coûts de production kilowattheure que vous avez donné, avez-vous une idée de la répartition entre l'amortissement du capital et la maintenance courante? Ça, de toute façon, après, je dirais, dans l'économie, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. C'est quels sont les capitaux propres que l'on amène, quels sont ceux qu'on emprunte, à quel taux, etc. Plus, je dirais, la partie maintenance, effectivement, il y a une partie maintenance qui rentre là-dedans. Moi, je n'ai pas véritablement
bons ratios là-dessus, parce que c'est pas non plus une partie sur laquelle j'ai travaillé. Maintenant, ce qui fait qu'on a aujourd'hui un prix du kilowattheure qui est ce qu'il est, enfin les gens ont répondu avec un certain chiffre, c'est que justement la première fois il faut l'amortir toute cette infrastructure. Mais dans 20 ans, on peut revenir avec des turbines qui sont peut-être d'une génération différente. On peut étendre la vie des jackets encore sur 10 ans, moi je suis persuadé que ça doit pouvoir se faire. Il y aura des justifications de fatigue, etc. Parce que la fatigue est quand même un gros problème, on est sur des systèmes qui sont très, très dynamiques et le problème de la fatigue, il n'est pas petit pour ces sujets-là. Mais donc on peut arriver à attendre avec des investissements qui seront plus faibles. Donc on pourrait après dire, finalement je continue, un peu comme on le fait avec les centrales nucléaires d'ailleurs. Parce qu'elles étaient prévues pour 40 ans, mais je pense qu'il y en a qui ont dépassé les 40. Après, on a étendu à 50, on a origine 60. Donc, l'amortissement, il n'est plus du tout le même, là. Donc, cette partie-là, c'est vrai, il faut la prendre en considération. J'ai pas les bons ratios pour vous répondre. En tout cas, aujourd'hui, vos calculs sont faits qu'un amortissement sur 20 ans. Ah bien sûr, c'est clair. Ils sont amortis sur la durée du contrat. Oui, mais malgré tout, il y a un problème de coût. Vous avez indiqué 15 centimes du kilowattheure. Oui. Si je ne me trompe, le kilowattheure à la sortie d'une centrale nucléaire, c'est de l'ordre de 3 centimes. Alors, ça dépend laquelle. Enfin, en moyenne. Non, le prix du kilowattheure, le prix du kilowattheure a été mis à 42 euros, prix de vente aux concurrents d'EDF. Et en fait, aujourd'hui, compte tenu, c'est nous qui les avons payés, les centrales, c'est le contribuable qui les a payés. Donc les calculs en France sont un petit peu tordus. Le rapport de la Cour des comptes donne un chiffre qui est plutôt de l'ordre de 50-60 euros le mégawattheure. Et l'EPR aujourd'hui, d'accord, c'est le premier parce que c'est le deuxième, il est plutôt à 70-80 euros le mégawattheure. C'est pour ça qu'on dit qu'en fait l'éolien à terre est pas très loin, avec l'intermittence évidemment, du prix du kilowattheure sortie centrale. Il est un peu plus élevé. Voilà. Et là on est loin. Mais vous avez raison, on a un problème. Les centrales belges, elles estiment entre 2 et 3 centimes le kilowattheure à la sortie de la centrale. Parce qu'après, quand EDF vend son courant aux concurrents, il y a toute la partie transport qui est incluse dans le coût du 42 centimes. Il n'y a pas la partie transport. Il y a une partie. Non. Le 42 euros le mégawattheure, c'est sortie centrale, et après, les concurrents payent, c'est plus EDF, c'est RTE, qui payent le transport. Mais c'est quelque chose de complètement séparé. Mais vous avez raison de dire qu'on a un problème de tarif. C'est vrai qu'on est allé dans une volonté de faire quelque chose qui va coûter cher. Mais on a une volonté politique de le faire. Après, le problème, c'est de savoir à partir de quand on commence cette volonté politique. On pourrait très bien ne pas faire d'éolien offshore. On pourrait peut-être faire plus d'éolien onshore et être 2 fois moins cher. Pourquoi on ne fait pas ça? On pourrait se poser la question. Pardon? Oui. On connaît l'évolution du prix du mégawattheure de offshore. On est à très 18, peut-être qu'avec ce qu'on disait, avec l'amortissement, il faut prendre ces chiffres-là toujours avec des pincettes, parce que sur les projets d'énergie renouvelable, le gisement a une importance phénoménale. Donc si on essaye de faire des projets éoliens dans des zones où il n'y a pas beaucoup de vent, ça coûtera plus cher que de faire des projets éoliens en mer du Nord, ou là où ça souffle de façon relativement constante. Donc ça, il faut se méfier. Alors maintenant, pour les tarifs, je pense que, je n'ai pas forcément tous les tarifs en tête, mais celui qui est dans la loi, quand on voulait développer des projets éoliens avant l'appel d'offres, c'était 13 centimes le kilowattheure. Il y a eu un appel d'offres sur Velette-sur-Mer avec quelqu'un qui a proposé 11 centimes du kilowattheure, mais le projet n'est pas finançable et il n'est pas fait. Donc aujourd'hui, il y avait l'appel d'offres du premier round. De mémoire, on était entre 16 et 20, je ne me souviens plus exactement, ça dépendait un petit peu des zones. Je crois que Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, c'était plus cher que les... Il y avait une fourchette plus grande que les autres.
pense qu'aujourd'hui en France, tout le monde doit tourner à 19, 20. Personne n'a répondu, cette information elle n'est pas dans le public. Mais on est certainement sur la frange haute de la fourchette qui était donnée, ou peut-être même au-dessus. Surtout si vous prenez la carte que j'ai montrée avant, on s'aperçoit que forcément plus on descend, moyen de vent. Et vraiment Saint-Nazaire, c'est la limite pour faire de l'offshore. Hein. On va pas descendre plus bas, quoi. Parce que c'est le vent. Si vous allez dans les Landes, il n'y a pas de vent, quoi. Hein. Il y a des vagues, mais il n'y a pas de vent. Oui, il y avait quand même une idée qui était lancée là. C'était de dire, si on fait des parcs, et il faudrait peut-être les utiliser à la fois pour que ce soit des réserves marines, et peut-être d'ailleurs faut-il les mettre sur les réserves marines, ce qui est une autre. Parce que, enfin, on ne l'a pas montré, mais il y a une carte des réserves marines tout autour des côtes françaises. Donc on pourrait imaginer qu'effectivement on mette plutôt ces parcs à cet endroit, parce que du coup on ne va pas aller pêcher, mais aussi mettre des systèmes houlomoteur pour récupérer aussi de l'énergie de ce côté-là. C'est-à-dire c'est une espèce de mix. Comme la pêche serait interdite, il n'y a pas que seulement la pêche, mais le tourisme serait également interdit. Donc on peut peut-être combiner sous ces ensembles. Mais il faudrait, pour faire tout ça, alors là on rentre dans un vrai problème politique, parce que il faut qu'il y ait une autorité qui soit capable d'aller dans ce sens-là. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le sens de l'histoire. C'est plutôt un peu éclaté, et c'est pour ça que les choses ne sont pas... On a l'impression, enfin, que ça manque d'être tenu, quoi. Enfin bon, alors on fait un projet ici, un projet là, comme l'a expliqué Jean, il y a peut-être d'autres endroits où ça serait meilleur de plusieurs points de vue, et du point de vue de la biodiversité. Le banc de Guérande, si j'ai bien compris, c'est pas le meilleur endroit pour faire des éoliennes. Hein? Environnementalement parlant. Et même au niveau du vent, hein. Même au niveau du vent, c'est pas sûr que ça soit très bien. Il faut savoir que quand même, Ouest France a osé montrer une simulation des éoliennes sur le mont de la Banche, qui est un estran cette fois-là. C'est-à-dire qu'il se découvre avec une zone extraordinaire de production. C'est où ça? Ah oui, oui. Et proche de là, ils ont dit c'est là qu'on va les mettre, et ça posait pas de problème du tout, ils se sont pas posés du tout. On a eu beau les interroger, ils ont dit non, c'est comme ça. Donc là, c'était une catastrophe encore pire que le de la Banche. Mais donc, il faudrait effectivement faire les études environnementales avant de faire les études techniques. C'est quand même quelque chose... moi, je milite dans d'autres associations que Centrale Énergie. C'est quand même quelque chose qu'on voudrait qu'il se fasse, quoi. Il faut absolument... Et ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien, mais après, il y a un choix. Et le choix, il doit être politique. Et il est évident que produire de l'énergie, ça a un impact. Hein, voilà. Mettre des panneaux photovoltaïques, ça a aussi un impact. Hein, il faut pas... C'est comme ça, quoi. Mais donc, c'est un choix qu'on doit faire en toute conscience. Or, aujourd'hui, on a l'impression que le choix, il est fait un peu comme ça, quoi. Excusez-moi. On a demandé au préfet. Non. Tu vas un peu rapidement. Si, on a demandé au préfet. Oui, mais c'est les préfets qui ont lancé une concertation avec tous les acteurs locaux, et aussi les acteurs administratifs, hein, l'armée aussi, la marine nationale, les pêcheurs, le tourisme, les communes, etc. Donc il y a eu une concertation, et de cette concertation, il est sorti des cartes dans lesquelles il y a du rouge, du orange, du marron, etc. Un peu de vert, et là c'est le vert, c'est les zones qu'ils ont dit, bon, celle-là, c'est là, c'est les zones de concertation où on peut envisager de faire quelque chose. Alors, moi j'ai un collègue de travail, il est néerlandais. Et quand il voit toutes nos histoires de concertation et de mettre les éoliennes à 14 km en disant « Oh là là, on va les voir, tout ça », ça le fait marrer. Parce que lui, il dit « Mais moi, les éoliennes, elles sont déjà... elles étaient juste sur la digue. Je veux dire, je les vois, puis on en met derrière, puis de toute façon, on ne peut pas aller très loin. Parce qu'après, c'est l'Angleterre. Donc, de toute façon, on va les mettre, et puis voilà, nous, on sait qu'il faut les mettre. Et puis, c'est des gens qui ont déjà une culture industrielle
du littoral industriel de la mer. C'est des gens qui sont prêts à faire du dragage, à bouger des trucs, etc. pour recréer de la terre là où il n'y en avait pas. Donc ils ne sont pas du tout dans la même culture que la nôtre. Nous, on n'a jamais eu sur le littoral français une vision industrielle. La seule chose qu'il y a, c'est l'exploitation de granulats qu'on a sur certains endroits, ou ce genre de choses. Certains rejets en mer d'usines à terre, notamment les rejets de centrales nucléaires, par exemple. Et ben là, voilà, on a que ces petits trucs-là. Donc on part de zéro. Et c'est vrai que, bon, ben, je dirais, finalement, il y a plus de Hollandais qui viennent faire du tourisme en France, certainement, que des Français qui vont en Hollande. Il y a peut-être des raisons derrière ça. Donc il y a aussi, je dis pas qu'il faut tout changer, hein, mais on est dans une culture différente. Et c'est pas facile. Et il faut avancer. Et en mer, c'est difficile. À terre aussi, d'ailleurs. Une question sur la corrosion. Est-ce qu'on a des retours fiables sur la corrosion à long terme? Ça, je pense. Ouais, ben, je pense que oui. J'aurais tendance à dire oui, parce qu'on a quand même quelque chose qui est très similaire aux plateformes éoliennes. Plateformes offshore. Les choses qu'on n'a pas, c'est peut-être si on est dans des zones de fort courant, peut-être des phénomènes d'érosion, d'abrasion avec les sédiments, etc. Ça, peut-être qu'on a peut-être un peu moins de retour, mais je ne suis pas spécialement inquiet. Sur le banc de Guérande, je peux vous le dire, parce que c'était un problème, parce qu'on a posé la question, effectivement, des peintures, du barbouillage. J'ai dit, il y a quand même des produits chimiques, là. On ne va pas en mettre. On va faire beaucoup plus épais en acier. Il y aura de la corrosion, ça va petit à petit, effectivement, être bouffé, mais on préfère ça. Donc il y en aura. Enfin, quand on protège de la corrosion, ou quand il y a de la corrosion, après, il y a des particules qui se baladent. Quelle température il règne à l'intérieur de la cellule lorsqu'elle est en plein fonctionnement? À 100% de son fonctionnement? Moi, je me suis occupé jusqu'au tying point. Okay, la flèche sur la sous-structure. Après, au-dessus, j'ai travaillé avec différentes personnes. C'était par rapport à ce que disait monsieur, parce que si on fait en pleine mer, en hiver, on fait travailler une turbine, elle va monter en température, donc l'air qui autour va se dilater. Supposons que le système s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a pas, je pense que là-dessus... Non, mais c'est justement pour ça qu'il y a effectivement, si demain, parce qu'il y a trop de vent, les éoliennes s'arrêtent, il faut continuer à les alimenter pour que tous ces systèmes à l'intérieur continuent à ventiler. Sous pression, en fait. On a un peu un système de SAS ou quelque chose qui fait qu'on est un peu en surpression à l'intérieur, mais on ne va pas exploser le truc. Hein. Juste pour répondre, pour ces problèmes de corrosion, les premières éoliennes qui ont été faites en mer, je crois que c'était des Vestas, ils ont effectivement beaucoup appris sur les problèmes, à la fois de corrosion et sur tous les problèmes qu'il peut y avoir dans la nacelle. Hein. Donc l'expérience maintenant elle existe et les nouvelles nacelles qui sont faites par eux ou par d'autres, effectivement tiennent compte de ces expériences. Ouais. Quelle est la situation de l'industrie française dans l'éolien? Je parle offshore. Est-ce qu'on pense que ça peut être une industrie exportatrice où on va exporter des choses qu'on fabrique en France, ou alors est-ce que ça va être comme dans l'éolien onshore, quoi? Je veux dire, est-ce que là on est sur les starting blocks, ou alors on va importer que des turbines faites à l'étranger pour mettre sur notre territoire et donc augmenter le déficit de notre balance commerciale? Ou est-ce qu'on va plutôt peut-être rééquilibrer un peu cette balance commerciale qui est terriblement déficitaire? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce qu'on est parti à temps actuellement par rapport à Alstom et Areva? Comment ils sont par rapport aux autres turbiniers? Est-ce qu'on remporte des marchés à l'export? On a parlé de la France là, mais est-ce que... Alors je sais pas... Bon. Attends, je réponds juste. Vas-y. L'éolien terrestre, le commerce de l'éolien terrestre est équilibré. C'est-à-dire qu'on vend autant de produits. Oui, parce que les éoliennes, la France n'existe plus. Hein. Il n'y a que l'Europe qui existe. Mais quand on regarde le commerce des éoliennes à terre, c'est-à-dire les produits que l'on vend aux constructeurs étrangers, sont à peu près équivalents à ce que l'on achète pour les éoliennes à terre. Hein. On peut dire qu'on fabrique des éoliennes chez nous. Mais, oui, mais il y a des composants dans les éoliennes qui sont fabriquées en Allemagne. Il y a beaucoup de composants d'éoliennes allemandes ou danoises qui sont faits en France. Bon, alors pour l'offshore, ça, vas-y. Enfin, pour l'offshore, bon, je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler, mais effectivement, bon, Areva et puis Alstom se sont mis sur le marché de l'éolien relativement récemment. Areva un peu plus tôt que Alstom, de l'éolien offshore.
ils commencent à avoir des projets, ils commencent à attraper des projets, mais enfin, il faut savoir qu'aujourd'hui, ceux qui font 80% du marché, c'est Siemens et Vestas. Siemens avec un 3,6 MW, ils ont produit ça comme des types 1. D'ailleurs, il y a une usine au Danemark aussi, d'autres en Allemagne, etc. Mais c'est quand même une très très grosse partie du marché. Sur l'offshore. Sur l'offshore. Sur l'offshore. En offshore, Areva qui a racheté Multibride, ils installent des éoliennes qui sont faites, je ne sais pas où, à Hambourg ou ailleurs, je ne sais pas, quelqu'un sait peut-être mieux que moi. Et puis voilà, mais bon, ils ont racheté une société, c'est pas pour ça qu'ils font travailler, que ça travaille en France. Avant de vouloir exporter, commençons par en faire chez nous, quoi. Enfin, c'est une opportunité d'avoir des sites de production qui sont placés sur nos côtes. Et le reste, enfin le gros marché de l'éolien offshore, c'est quand même le Royaume-Uni aujourd'hui. Quand on est avec quelque chose qui est basé au Havre, ou même à Dunkerque, on est quand même aux portes du Royaume-Uni. Et l'autre grand marché, même s'ils n'ont pas beaucoup de surface, en termes de projets, c'est l'Allemagne. Il y a quand même beaucoup de projets en Allemagne. Donc c'est les deux gros pays qui vont réaliser normalement sur le papier le plus de projets éoliens offshore dans les années à venir. Alors, je ne sais pas si le dossier a été abordé, mais je veux savoir un peu dans le même sujet si vous saviez la stratégie du groupe vis-à-vis de l'installation. S'il était prévu plutôt de faire ça au sein du groupe, de développer les moyens, de se donner les moyens, entre autres de l'océan, ou c'est plutôt l'intention de sous-traiter ça des entreprises norvégiennes, hollandaises, puis eux qui ont vraiment les moyens en termes de navires, de flotte, etc. Bon. Voire technique. Alors, je vais être très clair, Vinci n'a rien eu au premier round. Oui. Alors, oui. Bon, donc c'est comme ça, c'est dur à avaler, mais bon, c'est comme ça. Et donc, en termes de politique, je dirais pour le développement, effectivement, on aurait essayé d'abord de mobiliser les forces vives du groupe Vinci, qui sont en France ou à l'étranger. Il y avait quand même Démé qui fait partie, qui est rattaché au groupe Vinci, qui a travaillé avec nous pendant 6 mois, donc qui a fait qui fait des investissements significatifs dans les moyens maritimes, notamment dans un bateau qui s'appelle Innovation One, qui est du type de ceux que j'ai montré, là, 6 jambes jack-up, 180 mètres de long, etc. Donc on aurait essayé de travailler avec ces compétences du groupe et ces outils du groupe. Mais je pense que de toute façon, à un moment ou à un autre, on aurait été mis en concurrence avec les autres. Donc, bon, je ne sais pas ce que l'avenir aurait pu être, quoi, mais en tout cas, on était prêts, nous, à jouer le jeu et éventuellement même à investir sur des moyens nautiques pour être prêts en temps voulu. Parce qu'on pense que c'est une bonne solution et après, on espère utiliser ces moyens sur d'autres champs, Royaume-Uni, ou Allemagne, ou Pologne, etc. Donc après, il y a des gens que ce soit au sein du groupe Vinci ou ailleurs, qui réfléchissent à des moyens de pose différents, qui sortent de la stratégie conventionnelle qu'on a vue jusqu'à maintenant, notamment pour les embases gravitaires. C'est encore au stade de la R&D quand même. Enfin, ça demande à être bien confirmé. Bon, peut-être que ça peut marcher, hein, mais... Et si jamais les champs, vous voyez, en disant qu'en 2020, il y a vraiment les 6000 MW, etc., est-ce que le groupe ainsi pourrait développer les moyens de Géocéan en termes de CAPEX Mais si nous, enfin, c'est pas uniquement ces champs-là. Si on arrive à démontrer que ça paraît intéressant économiquement d'investir dans un moyen pour attaquer un marché, qu'on va être compétitif et qu'on a des chances de décrocher des affaires, que ce soit chez Vinci ou dans n'importe quel grand groupe qui a de la trésorerie, il y a bien quelqu'un qui va dire « Ok, on investit, on y va ». Mais bon, le tout c'est qu'il faut le démontrer ça. Il faut le démontrer et arriver à convaincre. Oui. Et quels ont été globalement les moyens déterminants des choix des sites? Est-ce que c'est pas le prix uniquement? Qu'est-ce qui a été... Ça, il faudrait poser la question à quelqu'un de la Creux. Il n'y a personne de la Creux dans la salle? Non mais, dans le jugement, il y avait 40% pour le prix. Oui, il y avait 40% pour le prix, il y avait... Même chose pour la technologie et 20% pour l'environnement. J'ai pas entendu, 40% pour le prix. 40% pour le prix. 40% pour la technologie, les moyens utilisés et 20% pour l'environnement. Et quand on dit technologie, c'était aussi fabrication... Fabrication surtout de la turbine en France. Donc, le prix n'était pas
C'était pas unique, quoi. C'était pas unique, non. Ah. D'autres questions? Oui. Non? Ouais. Pour revenir un peu sur le coût de l'offshore en France, est-ce que c'est pas la logique même de l'appel d'offres qui encourage des prix de rachat élevés? Parce que bon, je comprends que c'est une industrie naissante, du moins en France, donc il faut lancer la machine, il y a des gros investissements à faire, mais quand même, c'est un marché où il n'y a que 3 concurrents sérieux, donc évidemment qu'ils ont tous intérêt à rendre une copie avec un prix qui leur garantira l'obtention du projet, mais le meilleur prix possible. En onshore, est-ce que ça a commencé en France avec un appel d'offres? Ou est-ce qu'on n'a pas commencé directement avec un acte de rachat gouvernemental à, je sais pas, à 8 centimes, comme c'est le cas aujourd'hui? Non, non, à terre, ça a commencé avec des appels d'offres, qui ont été une véritable catastrophe. Non pas forcément au niveau des prix, mais il y a eu que, je crois, un tiers des adjudicataires qui ont effectivement construit. Et très rapidement, on est passé à un système de prix qui a été réglementé, qui a en fait été négocié avec la profession. Voilà. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui à 8,2 centimes ou quelque chose comme ça. Donc là, pour l'éolien onshore, et bon, je parlais de l'Allemagne, les premières installations, c'est aussi des prix qui ont été négociés. Enfin, bon, je ne sais pas comment ils font, hein, je ne peux pas vous dire, mais voilà, c'est un prix qui a été négocié. Alors, je ne sais pas les prix qui sont pratiqués là-bas. En Allemagne ou en Angleterre? Non, je n'ai pas les prix, non, malheureusement. Ah ouais, c'est des fois un peu difficile. C'est pas des appels d'offres là-bas, c'est des tarifs de rachat. Ah, c'est des systèmes totalement différents de nous. Je pense qu'en ce qui concerne, alors je suis à prendre avec des pincettes aussi, mais pour ce qui concerne le Royaume-Uni, sur l'éolien offshore, il me semble qu'il y a un système, ce qu'ils appellent le ROC, Renewable Origin Certificate, donc qui est un surcoût, un bonus par rapport au tarif qui est le tarif de base. Et donc, normalement, avec l'éolien offshore, je crois qu'on a un ROX, donc on est peut-être aux alentours des 16 centimes, des choses comme ça. S'il faut regarder exactement à combien est le kilowattheure au Royaume-Uni en pound aujourd'hui, convertir, rajouter ce ROC, etc. Sur les autres projets d'énergie marine, pour lancer la machine, ils étaient prêts à faire des projets avec 2 ROC, donc un tarif de base plus 2 ROC. C'est là où on arrivait à peu près à 27 centimes. Et même maintenant, l'Écosse a lancé, a dit, dans certaines zones, on pourra commencer des projets houlomoteur, des projets hydroliens, des choses comme ça, avec 3 ROC en plus. Donc ils ont renchéri sur le... Donc tout le monde est un peu, pour arriver à lancer les filières, tout le monde est un peu en train de lancer des tarifs qui sont supérieurs à ce qu'ils ont aujourd'hui sur le réseau, en espérant qu'avec la courbe d'apprentissage, on arrive dans les quelques années à venir à bien rebaisser et à repasser à quelque chose qui sera un prix équilibré du réseau. Mais le problème, c'est d'arriver à bien doser ce timing. Est-ce qu'on commence maintenant à accepter de payer plus cher pour ensuite, dans 20 ans, dire « bah oui, on a bien fait ». Parce que si on devait faire ça avec du gaz ou avec du charbon ou quoi, ça nous coûterait plus cher. Ou bien, est-ce qu'on va vraiment avoir cette courbe d'apprentissage? Quand on regarde ce qui s'est passé sur l'éolien onshore, on voit qu'il y a vraiment une courbe d'apprentissage et on voit que vraiment le prix du kilowattheure a baissé. Il y a eu des steps d'ailleurs un peu, hein, mais je n'ai pas tout l'historique, mais il y a vraiment une belle courbe d'apprentissage. Justement, à titre de comparaison avec les photovoltaïques, aujourd'hui on est encore en phase d'appel d'offres pour les grosses puissances en sol, mais on sait qu'on peut construire sans tarif. Enfin, les gens savent construire sans tarif. Donc on va rendre des copies avec des tarifs à 16 centimes, 20 centimes, peu importe, tous les produits. Certains EPC français savent construire à beaucoup moins. Donc on encourage en fait, on vient subventionner aujourd'hui, je pense que sur les projets photovoltaïques, les gens relancent un appel d'offres dans une certaine zone, et après c'est celui qui propose le prix du kilowattheure le moins cher qui est sélectionné. Donc s'il n'a pas les bonnes cellules, ou s'il n'a pas le bon schéma d'exécution ou la bonne personne pour construire, il a un prix du kilowattheure qui est supérieur, et puis il ne passe pas. Il faut trouver le marché où on est supprimé. Possible et quand il n'y a pas beaucoup de concurrence, c'est facile de rendre... je sais pas, mais j'ai pas l'impression. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que le flux de projets photovoltaïques soit super généreux. Hein. Non, il est totalement nul, non? Je veux dire, en photovoltaïque, on est out complètement. C'est même pas la peine d'imaginer qu'on va revenir dans la course, quoi. En comparaison avec qui?
Avec l'Allemagne. Avec tout le monde, même avec les Italiens. Bon. L'Italie, justement, l'Italie, il y a un tarif de rachat qui était dopé, qui était extrêmement global. C'est pour ça que ça a explosé si rapidement. Le problème du tarif de rachat qu'on a eu en France sur le photovoltaïque, c'est qu'en fait, il n'a pas été managé. C'est-à-dire, pour parler d'une façon un peu globale, l'administration n'a pas vu que les prix d'installation diminuaient. En Allemagne, il y a un tarif réglementé pour le photovoltaïque qui diminue, mais depuis très longtemps, qui est complètement managé avec les professionnels et qui diminue progressivement, mais pas brutalement. Il n'y a pas eu de stop and go comme en France. Donc la politique de ce côté-là en France, c'est... et je parle, quelle que soit la couleur politique du gouvernement, hein, aujourd'hui, on ne voit pas de différence. Et donc, on peut dire aujourd'hui, sauf exceptionnel, je ne sais pas, l'année prochaine, que le photovoltaïque, et il va continuer, hein, parce que comme vous le dites, les prix baissant tellement, il y a un moment où vous aurez plus d'intérêt, surtout dans le sud de la France, à être autonome, que d'acheter l'électricité à EDF. Et ça, ils ne le voient pas venir. Mais c'est dans peu de temps. On est en 2013 bientôt, en 2020, ça sera le cas. Et puis là, bon, mais il y a quand même des gens, en dehors il y a quand même des gens qui réfléchissent. Moi, je vais à certaines commissions, à RTE par exemple. Et bien, c'est des gens, vous voyez, on n'a pas l'impression comme ça, c'est les grands réseaux, mais si, ils commencent à intégrer ce fait que, en particulier le photovoltaïque, peut complètement disturber les réseaux, et surtout ERDF. Mais ERDF, moins. C'est surtout RTE qui y pense. Mais demain, c'est sûr que, moi je suis convaincu qu'en 2020, on installera moins cher, c'est sûr. En plus, pas lancer là-dessus, mais en plus, comme on a pris la plus mauvaise option qui soit en photovoltaïque, c'est-à-dire l'intégrer au bâti, qui est une option technique désastreuse, puisqu'il faut que les cellules photovoltaïques soient ventilées. Quand vous êtes intégré au bâti, ça ne l'est pas. En Allemagne, pas du tout ça. Vous pouvez être intégré au bâti dans certaines zones, parce que bon, il peut y avoir. Mais c'est posé sur la toiture, et du coup, ça vaut moitié, voire le tiers moins cher. Et donc, voilà, enfin, on a mis plein de freins pour éviter que ça se développe. Alors on dit, il faut créer, vous entendez les discours, il faut créer une industrie française du photovoltaïque. Mais non, les Chinois, c'est tellement moins cher. Qui aurait l'idée aujourd'hui d'installer une usine d'écran plat en France? Personne. Personne. Donc, il n'y a qu'à voir les boutiques qui avaient ça, et elles ont vendu et tout. Donc on ne peut pas avoir idée aujourd'hui d'installer une usine de panneaux, de panneaux photovoltaïques, enfin de panneaux encore, c'est rien ça, vous achetez les cellules, mais de cellules photovoltaïques, alors que vous les achetez pas cher et de bonne qualité, parce que les Chinois ont fait ça. Achetons-les chez les Chinois, faisons de la recherche pour doubler le rendement, et à ce moment-là, on pourra peut-être bâtir une industrie photovoltaïque sur ces nouveaux rendements, mais pas sur les rendements existants. Ça représente un panneau, enfin la cellule, ça représente entre 15 à 20% du prix de l'ensemble. Le reste, c'est de la structure, c'est de l'électricité, c'est des trucs qui sont faits en Europe. Je ne parle pas de la France, hein, parce que pour moi, c'est... Enfin, même à l'âge où j'aime, la France, c'est terminé de ce point de vue-là. Il ne faut pas... c'est pas un raisonnement, enfin, je veux dire... Bon. Et donc, ça va venir, ça c'est clair. Et même enfin, évidemment, si c'était beaucoup moins cher, il y en aurait beaucoup plus. Parce que ça pose quand même des tas de problèmes d'être obligé d'intégrer en toiture. Si vous voulez. Non seulement, quand vous avez une toiture, il faut la retirer. Si vous n'en mettez que sur les bâtiments qui se construisent, c'est 1% du parc de logement. Donc il faut... Bon. Donc ça, il faut complètement oublier. Donc aujourd'hui, en photovoltaïque, surtout ne croyez pas un mot de ce que dit la presse, on est dans une phase totalement... Enfin, ouais, c'est même pas la peine d'y penser. Moi j'en fais, j'ai une société qui en fait, j'ai arrêté. Enfin bon, arrêtons. Bon, merci beaucoup aux orateurs, c'était vraiment très bien. Il y a un peu, vous pouvez discuter autour du pot.